Donc, bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette quatrième et dernière session du programme Fournisseurs durables, qui aura pour thème le suivi des progrès et la valorisation de la démarche RSE. Voilà, je suis toujours aux manettes pour cette dernière session. Quelques conseils, mais que vous commencez à connaître par cœur, je pense. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat ou en levant la main. C'est tout l'intérêt de ces sessions, de vous permettre de poser vos questions et d'avoir des réponses. Et voilà, veillez à être attentif si un participant s'exprime. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la quatrième et dernière session du cycle de sensibilisation fournisseurs durables. Voilà, je vous donnerai quelques mots de conclusion en fin de webinaire, mais donc cette session vient clôturer ce cycle de sensibilisation. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme à chaque fois, pour une heure de session. Nous verrons tout d'abord les opportunités de suivre sa démarche et de la valoriser auprès de ses parties prenantes. Nous verrons ensuite comment justement effectuer ce suivi des progrès avec une norme que vous connaissez peut-être, la VSME. C'est une norme volontaire qui a été proposée par la Commission européenne aux PME pour leur permettre justement d'une part de structurer leur rapport RSE et d'autre part d'avoir une base à communiquer à leurs partenaires commerciaux notamment. Troisièmement, nous verrons les différences entre certification, label et évaluation RSE. Il y a une certaine confusion qui règne en la matière, et donc on essaiera de clarifier chacun des termes, chacune des notions, et voir que les uns ne sont pas forcément les autres. Ensuite, je vous donnerai quelques conseils, recommandations pour la suite à donner à ce cycle de sensibilisation. Vous verrez que grâce à ces 4 sessions, vous avez une première base désormais, vous aurez une première base désormais de connaissances en matière de RSE, et une première idée de bonnes pratiques à mettre en œuvre. Mais je vous donnerai quelques recommandations pour l'année à venir, les 2 ans à venir et à plus long terme. Et comme à chaque fois, nous aurons une session de questions-réponses. Donc, les objectifs du jour sont triples. Premièrement, vous faire mieux comprendre l'intérêt de valoriser votre démarche RSE. Deuxièmement, vous faire découvrir comment structurer un rapport RSE avec la norme volontaire dont je vous parlais. Et enfin, vous faire mieux comprendre les différences entre les certifications, les labels et les évaluations RSE. Donc, on va tout de suite débuter avec la première partie. Déjà, donc c'est un sujet qu'on avait abordé assez brièvement au cours de la première session, mais bien rappeler que la RSE offre des opportunités et communiquer sur votre démarche à vos partenaires commerciaux, à vos clients, à vos fournisseurs, mais également plus largement à vos parties prenantes, banques, financeurs, etc., peuvent vous offrir de nombreux avantages, dont j'en ai listé un certain nombre. Premièrement, ça peut vous permettre d'accéder à certains marchés publics ou privés d'ailleurs. Ça peut vous différencier dans le cadre d'un appel d'offres. Il y a de plus en plus de contrats, de cahiers des charges qui intègrent des critères RSE qui sont parfois valorisés pour un tiers de la note finale, un quatrième, un quart environ. Deuxièmement, ça peut, comme je disais à l'instant, vous permettre de vous différencier auprès de donneurs d'ordre, y compris après l'appel d'offres, dans le suivi de la relation commerciale, dans la vie courante de la relation commerciale. De plus en plus, et je pense que vous en avez tout à fait conscience, de donneurs d'ordre, de grandes entreprises vous sollicitent sur des critères RSE, sur de l'information RSE, et donc être en capacité de la produire et de la valoriser peut vous permettre de faire vivre cette relation et de la pérenniser dans le long terme. Troisièmement, avoir une démarche RSE structurée, valorisée et communiquée, ça peut également renforcer la mobilisation interne et externe. Pour l'interne, on avait vu lors de la première session que de plus en plus de candidats et de plus en plus de salariés sont intéressés par les sujets RSE. Et donc voilà, être en capacité de produire de l'information et de la communiquer et de la valoriser en interne peut renforcer l'implication des collaborateurs. Et enfin, c'est aussi assez évident, être en capacité de produire de l'information RSE et de progresser au cours des ans peut vous permettre d'améliorer votre réputation auprès de vos parties prenantes. Les parties prenantes, vous commencez à le savoir, ce sont les consommateurs, les banques, les riverains, les salariés, les fournisseurs, etc. Voilà, quelques rappels par rapport à la première session, mais pour bien souligner que la RSE est d'une part de plus en plus un impératif moral, on pourrait dire, en tout cas de plus en plus de dirigeants et dirigeantes d'entreprises souhaitent engager ce type de démarche, mais c'est également comment dire, un impératif ou en tout cas une opportunité stratégique pour les entreprises, y compris les PME. Sur les sollicitations des donneurs d'ordre, donc je disais à l'instant que de plus en plus d'entreprises sollicitaient leurs fournisseurs sur les questions RSE. On a une étude assez intéressante de BPI France, de l'ORS et de PwC qui justement le montre.
Donc, cette étude date de 2022, mais les chiffres ont encore progressé depuis. Et donc, en 2022, on constatait qu'environ 8 entreprises sur 10 étaient sollicitées par leurs donneurs d'ordre sur les questions RSE, avec environ un tiers des répondants qui l'étaient extrêmement souvent. Donc, c'est intéressant de le noter. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires si ce sont des informations sur lesquelles vous challenge vos clients, notamment les grandes entreprises. Ça, c'est une tendance qu'on voit qui est assez forte. De plus en plus de grandes entreprises demandent des informations à leurs fournisseurs pour plein de raisons. On l'avait vu en première session, notamment pour des obligations réglementaires. On a des textes de loi qui demandent à des très grandes entreprises désormais de reporter, de divulguer de l'information RSE. Et pour ce faire, ces grandes entreprises ont besoin d'informations de leurs fournisseurs, y compris PME, TPE. On peut également constater, et c'est une slide intéressante, que, les sollicitations en matière de RSE dans la relation commerciale ne se limitent pas au stade de l'appel d'offres. Là, c'est un chiffre que je vous propose d'avoir en tête. On a environ 7 entreprises qui, voilà, déclarent être sollicitées, par leurs donneurs d'ordre sur, des sujets RSE pendant l'appel d'offres, mais c'est un chiffre qui reste assez constant au début et au cours de la relation commerciale. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous répondez à un cahier des charges, à un appel d'offres, et qu'on vous demande, des informations, des critères RSE, il est fort probable que vous continuiez à être sollicité, au fur et à mesure des années, qui suivent. Sur la thématique, la nature de ces demandes, elles sont assez diverses et variées. On a des demandes relatives à la gestion des déchets, à des sujets sociaux, notamment de santé, de sécurité, d'éthique, d'anticorruption, de conflits d'intérêts, des relations et conditions de travail et de plus en plus, et c'est d'ailleurs ce qui a progressé, le plus entre 2020 et 2022, des demandes concernant votre consommation énergétique et votre bilan carbone. Là aussi, il y a quelque chose à garder en tête. Les grandes entreprises ont besoin de votre bilan carbone, en fait, pour faire le leur dans le cadre de leur scope 3. On l'avait vu lors de la précédente session. Donc ça, c'est, très probable que le chiffre de 55 va encore croître davantage, dans les années à venir. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, dans cette session, ou en tout cas dans cette partie introductive, c'est que, produire un rapport RSE, le valoriser, progresser, faire preuve de transparence peut être une réelle opportunité stratégique, pour votre entreprise sur la partie, relations commerciales pour renforcer justement vos liens avec vos donneurs d'ordre, avec les grandes entreprises notamment avec lesquelles vous travaillez, et pérenniser vos relations d'affaires. On va tout de suite voir, comment faire. On a vu le pourquoi, on va voir le comment, désormais. Donc, comme je disais en introduction, je vais baser, la suite de ma présentation sur un document, public et réglementaire, qui a été produit par la Commission européenne, par même le groupe d'experts sur la finance durable, de la Commission européenne, donc l'EFRAG, qui a proposé une trame, on pourrait dire, une méthodologie, qui permet aux PME d'avoir en fait un canevas, une trame, pour réaliser un rapport RSE, de façon, vous verrez, assez simplifiée. Donc, c'est un document qui a été publié en 2024, en décembre, et qui a pour objectif d'aider les TPE-PME à fournir des informations qui contribueront à satisfaire les besoins en données des grandes entreprises qui demandent des informations RSE de développement durable à leurs fournisseurs, c'est ce qu'on venait de dire à l'instant, à fournir des informations qui contribueront à satisfaire les besoins de données des banques, des investisseurs, des sociétés financières, et qui leur permettra d'avoir un accès potentiellement favorisé au financement, améliorer la gestion des questions de RSE, de développement durable auxquelles les entreprises TPE-PME sont confrontées, et plus globalement, dans un objectif plus macro, à contribuer à une économie plus durable et plus inclusive. Ce document est structuré en deux parties. On a premièrement un module de base qui va présenter aux entreprises les informations et les indicateurs qu'elles devraient à minima fournir. Donc, c'est un module qui est notamment adapté aux TPE, et qui peut aussi constituer une exigence minimale pour les PME. C'est un module qui peut aussi être intéressant pour les PME qui n'ont pas encore ou pas du tout structuré de rapport RSE comme base de début. Et deuxièmement, on a un module qualifié de complet qui va regrouper les informations et indicateurs susceptibles d'être demandés par les banques, par les investisseurs, par les entreprises clientes de l'entreprise, en plus du module de base. Donc, si vous êtes déjà assez avancé dans votre démarche RSE, que vous avez potentiellement déjà un rapport RSE formalisé, c'est un module qui pourrait être pertinent et adapté à votre situation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le module de base pour vous donner cette première clé de lecture. Alors,
Le module de base, vous allez voir, je vais présenter dans les quelques slides qui suivent, l'ensemble des informations qui sont demandées. Donc ça va être assez dense, vous pouvez tout à fait prendre note, mais n'oubliez pas que je vais également vous envoyer le support, de présentation. Donc si vous ne souhaitez pas prendre note et juste m'écouter, aucun souci, vous aurez le support, un peu plus tard. Donc premièrement, ce qu'il faut savoir dans le module de base, qui va donc constituer l'ensemble de la trame du rapport RSE de la société qui souhaitera le suivre, c'est que ce module demande des informations générales. Donc ça, c'est assez fréquent dans n'importe quel rapport. On va premièrement demander à l'entreprise euh, ops, si elle souhaite se baser sur le module A, le module de base, donc l'option A ou le module complet. Donc assez simple, ce sera du narratif à expliquer. Il faudra ensuite expliquer si l'entreprise a souhaité avoir un rapport de durabilité, un rapport RSE préparé sur une base individuelle, c'est-à-dire limité aux seules informations de l'entreprise, de ses propres opérations, ou sur une base consolidée, c'est-à-dire propre opération plus filiale. Donc ça, c'est également à expliquer et à présenter. Il faudra ensuite, c'est assez classique, indiquer la forme juridique de l'entreprise, son code NAS, la taille et le bilan de la société, le nombre de salariés, le pays d'activité et les principales localisations des sites. Il peut être aussi intéressant, et c'est proposé dans cette méthodologie, d'indiquer si l'entreprise a obtenu une certification ou un label. Donc, ça fait aussi le lien avec ce qu'on verra un peu plus tard en matière de développement durable, de RSE. Et donc voilà, le présenter, en faire écho, expliquer brièvement ce à quoi correspond ce label, cette certification, cette évaluation, et qui l'a émis. Et potentiellement la note obtenue et la date du label ou de la certification, tout simplement. Donc ça, c'est une partie générique, on pourrait dire, qui est assez classique. Ensuite, pour rédiger votre rapport, on va vous proposer d'écrire les pratiques et politiques et initiatives futures que votre entreprise a mis en place sur les sujets RSE. Donc là, on va vous demander d'indiquer les pratiques, donc ce sont toutes les actions qui ont été mises en place par votre entreprise dans le cadre de sa démarche RSE. Donc il y a quelques exemples qui s'affichent à l'écran. Par exemple, les efforts que vous avez mis en place pour réduire la consommation d'eau, d'électricité, les actions que vous avez mises en place ou les investissements que vous avez effectués pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de votre société ou pour améliorer les conditions de travail, par exemple. On vous demande également de décrire les politiques sur les questions de développement durable, qu'elles soient accessibles au public ou non. Donc là, ce sont les documents, comme on avait vu la fois dernière, formalisés, qui vont décrire les engagements qu'ont pris votre entreprise et ce qu'il est attendu de vos salariés et potentiellement de vos fournisseurs également. On va également vous proposer, vous demander, vous inciter à décrire les initiatives futures que votre société souhaite mettre en place ou qu'elle a prévues sur les questions de développement durable. Est-ce que des investissements sont prévus d'ici 5, 10 ans? Est-ce que des actions sont prévues d'ici quelques mois? Donc voilà, c'est la partie où vous pourrez décrire ces plans prospectifs. Et enfin, on vous demandera de décrire les objectifs qui permettent de contrôler la mise en œuvre des politiques et des progrès réalisés pour atteindre justement les plans que vous vous êtes fixés. Et donc, les objectifs, on verra un peu plus tard dans la session comment les fixer. C'est un sujet assez clé. Avoir de bons indicateurs et de bons objectifs, c'est en fait essentiel pour suivre vos progrès et pour être aussi robuste sur les objectifs que vous vous fixez. En fait, on verra que parfois certaines entreprises sont accusées de greenwashing ou de social washing, notamment car les objectifs sont mal fixés. Et donc voilà, ces pratiques, politiques et initiatives futures comprennent ce que l'entreprise fait pour réduire ses impacts négatifs et pour renforcer ses impacts positifs sur les personnes et l'environnement afin de contribuer à une économie plus durable. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il est important d'aborder à la fois ce que vous faites pour réduire vos impacts négatifs, mais également ce que vous faites pour amplifier, renforcer vos impacts positifs. C'est vraiment la transparence qui est de mise dans cette partie. En plus de cette partie qui sera assez narrative, vous vous en doutez, la VSME propose plusieurs objectifs et indicateurs qui peuvent vous être utiles à suivre et utiles pour la fixation d'objectifs. Sur la thématique énergie à émissions de gaz à effet de serre, la VSME vous propose, vous incite à suivre votre consommation totale d'énergie en mégawattheure, ventilée, comme l'indique le tableau à l'écran, donc en fonction de la source d'énergie, renouvelable ou non, et en fonction de si l'énergie est électrique ou liée à une combustion de combustible, un combustible plus simplement.
Il est également incité de d'écrire, d'indiquer les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise en tonnes équivalent CO2, notamment du scope 1 et du scope 2. Et je vous inciterai également, si vous avez la donnée, à également communiquer votre scope 3 si vous disposez de l'information. Et enfin, l'entreprise publie l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est un petit calcul. Ce sont en fait vos émissions brutes de gaz à effet de serre divisées par le chiffre d'affaires en euros. Ça permet d'avoir une mesure différente et un regard sur l'intensité, parce que peut-être que vous émettez une certaine quantité de gaz à effet de serre, mais que votre activité est extrêmement développée. Donc ça permet voilà, d'avoir un autre regard sur les émissions de votre entreprise. D'autres indicateurs qui sont proposés dans la VSME et sur lesquels on vous recommande vivement de communiquer et de suivre d'ailleurs l'état des lieux, c'est sur la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Donc si votre entreprise est tenue par une loi ou une réglementation quelconque de déclarer vos émissions de polluants, on vous invite justement également à déclarer cette information. N'hésitez pas aussi, si vous avez des informations à ce sujet, à mettre l'URL. Ça permet aussi d'avoir des informations toujours en plus et c'est très utile à vos parties prenantes, y compris à vos clients finaux. Sur la biodiversité, donc l'indicateur qui est recommandé ici, c'est le nombre et la superficie des sites que votre entreprise possède, qu'elle loue ou qu'elle gère à l'intérieur ou à proximité d'une zone sensible du point de vue de la biodiversité. Donc là, c'est aussi peut-être pas forcément adapté pour votre entreprise, mais c'est toujours bien de l'avoir en tête. Et enfin, vous pouvez également publier des informations sur l'utilisation des terres. Et donc, quelques indicateurs sont proposés ici. Utilisation des terres, surface totale imperméabilisée, surface totale orientée vers la nature sur le site, etc. Donc là, encore une fois, ça ne sera pas forcément pertinent ni adapté pour l'ensemble des entreprises. Mais si vous êtes une entreprise agricole ou industrielle avec des sites, c'est potentiellement des indicateurs qui vous seront demandés par des clients, grandes entreprises ou par des parties prenantes plus largement, euh, peut-être des financeurs d'ailleurs. On continue toujours sur les indicateurs environnementaux. Donc, il est recommandé de suivre également le prélèvement d'eau de la société. Donc, le détail est également affiché. C'est la quantité d'eau prélevée dans l'entreprise et également sa consommation d'eau. Donc là, c'est aussi un petit calcul. C'est la différence entre les prélèvements d'eau et les rejets d'eau provenant des processus de production. C'est surtout adapté, pertinent pour les sociétés industrielles et agricoles. Et enfin, on vous demande des indicateurs sur les ressources, l'économie circulaire et la gestion des déchets. Donc, premièrement, il peut être intéressant pour la société d'indiquer si elle applique les principes de l'économie circulaire et comment elle applique justement ces principes, comment elle les met en œuvre. C'est plutôt du narratif. Ce sera un paragraphe où vous expliquez justement ce que vous mettez en œuvre. Et deuxièmement, c'est des indicateurs quantitatifs cette fois-ci. La production annuelle totale de déchets, le total annuel des déchets détournés vers du recyclage ou de la réutilisation et le flux annuel de masse et de matière pertinente utilisée. Donc là, encore une fois, si vous êtes une société de service, c'est peut-être pas les indicateurs qui seront les plus adaptés, les plus pertinents à votre activité, mais pour des entreprises du secteur agricole ou industriel, c'est important de suivre ce type de données. Sur la thématique et les sujets sociaux, plusieurs recommandations. Premièrement, ces données, a priori, dont vous disposez déjà, suivre le type de contrat de vos salariés, la parité, également le pays du contrat de travail si vous opérez dans plusieurs pays. Et si vous avez une entreprise de plus de 50 salariés, il est également recommandé de suivre le turnover, donc le taux de rotation du personnel pour la période de référence et de le communiquer. Sur les salariés et la thématique santé et sécurité, on vous recommande, la norme vous recommande de communiquer sur le nombre et le taux d'accidents du travail et sur le nombre de décès résultant d'accidents du travail. Donc là encore, on espère que ce sont des données qui sont de l'ordre de zéro, mais dans des entreprises malheureusement industrielles de plus grande taille, c'est parfois des données sur lesquelles on a des résultats voilà, au-dessus de zéro. Sur les salariés, dans la partie rémunération, négociation collective et formation, encore une fois, plusieurs indicateurs qu'on vous recommande de suivre et sur lesquels on vous recommande de faire une communication sur l'écart de rémunération par rapport au salaire minimum, sur l'écart de rémunération entre les salariés féminins et masculins, sur le pourcentage de salariés couverts par une convention collective et sur le nombre moyen d'heures de formation annuelles par employé ventilé par sexe. Donc voilà, plusieurs aussi recommandations qui sont proposées ici.
Alors, je vois qu'il y a 2 mains levées. Je vais tout de suite vous donner la parole. Iliana. Alors, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole, Iliana. Je vois que votre micro est éteint. Je vais donner la parole alors à la deuxième personne qui a levé la main, Deloy. Ah, pas de souci. C'est une petite erreur. Et Deloy, vous avez une question? Peut-être une erreur alors également. N'hésitez pas si vous avez une question à l'indiquer par chat. Et enfin, pour finir, voilà, cette longue liste, désolé, c'est assez conséquent, mais comme ça, une fois que vous aurez la présentation, vous pourrez aller assez aisément essayer de les trouver dans votre entreprise et ça vous donnera un premier squelette, un premier canevas pour structurer votre rapport RSE justement. Dernier type d'indicateurs sont les indicateurs liés à la gouvernance. Et donc là, il est recommandé de suivre et de communiquer sur le nombre de condamnations et le montant total des amendes encourues pour violation des lois anticorruption et anti-polluants. Encore une fois, j'espère que c'est des choses auxquelles vous ne serez pas associés, mais c'est quand même important d'indiquer si vous n'avez ni condamnation ni amende sur ce sujet. Très bien, donc voilà pour cette, première partie. Comme je disais, là, l'intérêt et l'important, c'est pas de tout retenir tout de suite, mais c'est d'avoir une base, minimum, sur laquelle aller piocher des idées justement, si vous souhaitez établir un rapport RSE, en vous basant sur cette norme qui est reconnue au niveau européen. Comme je disais, il y a un sujet aussi assez essentiel, c'est la détermination d'indicateurs. On vient d'en voir un certain nombre, mais je vais également insister fortement là-dessus. En fait, il est important d'avoir des indicateurs, d'ailleurs pas forcément un très grand nombre, mais pour premièrement vous permettre d'élaborer des objectifs, deuxièmement de suivre vos progrès et enfin, logiquement, de communiquer sur vos résultats. Ce qu'on recommande nous au sein du Pacte mondial, c'est d'utiliser des indicateurs qui sont reconnus, notamment au niveau international, comme ceux de la communication sur le progrès donc, que nous proposons, de la GRI, donc de la Global Reporting Initiative, ou évidemment de la norme volontaire que je viens de vous présenter. En fait, utiliser des indicateurs reconnus, ça a plusieurs bénéfices. Ça vous permet, premièrement, d'aller vous comparer à d'autres entreprises qui utilisent les mêmes indicateurs que vous. Et ça peut également permettre à vos parties prenantes de comparer vos performances à vous par rapport à d'autres sociétés. Donc, j'ai remis quelques exemples d'indicateurs, on va passer assez rapidement là-dessus, mais encore une fois, vous aurez le support de présentation pour, vous en inspirer. Ce qu'il faut retenir, c'est, vraiment essayer d'avoir une approche pragmatique. Si votre entreprise est vraiment de petite taille, essayez de sélectionner les 5-6 indicateurs les plus adaptés à votre secteur d'activité et sur lesquels vous voulez vraiment progresser et vraiment vous fixer des objectifs. En fait, ce qu'on constate parfois, ce sont des entreprises qui vont identifier, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'indicateurs, mais qui n'ont pas les, capacités humaines pour les suivre, et pour les valoriser. Et c'est très dommage. En fait, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'avoir des indicateurs de pilotage qui vont vous permettre, de progresser sur ces sujets. Voilà, vous retrouverez quelques indicateurs, en la matière. Une fois que vous avez sélectionné vos indicateurs, pertinents ou que vous vous basez, référez aux indicateurs de la norme volontaire que je vous ai présentée un peu plus tôt, l'idée est d'identifier la base de référence, le point de départ. Ça peut soit être l'indicateur à un moment particulier, le plus simple, c'est le calcul de l'indicateur, par exemple, pour une année précise, typiquement le nombre de femmes dans l'équipe d'encadrement en 2021, l'exemple qui s'affiche à gauche. Ou deuxième possibilité, ça peut être l'indicateur sur une période particulière, par exemple la consommation moyenne d'eau de 2018 à 2021. Et un. Et l'intérêt de ce type de calcul, c'est de gommer, de supprimer certains effets éventuels de court terme ou de moyen terme. On peut par exemple penser au Covid, évidemment. Pour suivre vos progrès et vos indicateurs, je vous recommande vivement de ne pas forcément dépenser des milliers d'euros dans des logiciels dédiés. Un simple tableau Excel peut tout à fait faire l'affaire. Donc voici une trame qui peut être utile à des entreprises TPE, PME, voire de plus grande taille d'ailleurs.
L'idée est de reprendre à chaque fois, pour chaque indicateur, la thématique. Donc, est-ce que on est sur un sujet social, environnemental, l'indicateur sélectionné, la base de référence avec l'année, l'objectif fixé et la date de l'objectif. Alors, je vois qu'il y a une question. Donc, dans la VSME, donc dans la norme volontaire, est-il nécessaire de réaliser une matrice de matérialité, de double matérialité, pour définir les enjeux et donc les indicateurs pertinents? Excellente question, merci beaucoup de la poser. En fait, le module de base ne vous demande pas de faire de matrice de double matérialité et vous propose cette liste d'indicateurs comme base minimum. Le module complet vous demande de faire une analyse de matérialité, de double matérialité, et c'est pour ça qu'il est un peu plus compliqué et qu'il s'adapte plutôt comment dire, est plutôt destiné à des entreprises d'un peu plus grande taille, PME structurées ou TPE très avancées. Voici l'exemple qui s'affiche. On va retrouver à chaque fois les thématiques sur lesquelles vous souhaitez agir et progresser. Égalité entre les sexes, santé et sécurité au travail, émissions de gaz à effet de serre, déchets, anticorruption, production responsable. Les indicateurs sélectionnés par rapport à ces thématiques, donc la part des femmes chez les cadres dirigeants en pourcentage, la fréquence des accidents du travail, les émissions de scope 1, 2 et 3 en tonnes équivalent CO2, les tonnes de déchets solides, le nombre d'incidents confirmés au cours de l'année de référence et s'y rapportant en matière de corruption, et la vente en ligne de produits responsables en pourcentage du chiffre d'affaires. La base de référence avec l'année de référence, l'objectif, et on verra un peu après comment se fixer des objectifs qui soient à la fois ambitieux mais réalistes, et la date de l'objectif, évidemment. Donc là, c'est un tableau de pilotage assez classique, hein. Je pense que vous avez des tableaux de bord assez similaires pour plein d'autres sujets, notamment financiers ou commerciaux, dans vos entreprises, mais c'est juste adapter cette trame au sujet de la RSE. Donc voilà, un tableau Excel peut tout à fait faire l'affaire, notamment si vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers ou humains à dédier à ces thématiques et au suivi surtout. L'intérêt ensuite est de le suivre assez régulièrement. Ça peut être fait de façon annuelle ou de façon plus rapprochée si vous le souhaitez. Et l'intérêt aussi de ce type de tableau, c'est de voir l'écart entre la donnée à l'instant T et l'objectif et de corriger, de mettre des plans correctifs si l'objectif est beaucoup trop éloigné de la réalité. Donc soit réduire l'objectif et donc réduire l'ambition, soit accélérer sur les actions et les investissements en place pour atteindre l'objectif. Encore une fois, comme la RSE est un sujet de moyen, de long terme, avec parfois des investissements assez conséquents, ce type de travail, d'exercice vous permet d'anticiper sur les objectifs que vous souhaitez vous fixer et sur les priorités que vous souhaitez identifier. Alors, je vois qu'il y a une question. Peut-on librement citer le parallèle GRI indicateur dans un rapport RSE ou faut-il une vérification externe ou autre validation? Alors, est-ce que la question, c'est de savoir si vous pouvez faire mention d'avoir utilisé un indicateur de la LGRI, c'est cela? Vous pouvez tout à fait, oui, faire mention oui, OK. Vous pouvez tout à fait expliquer en effet que vous avez utilisé la méthodologie de calcul de la GRI ou de la norme volontaire de la Commission européenne, sans forcément, le faire vérifier en externe. Cependant, en effet, si vous souhaitez donner plus de robustesse au rapport, vous pouvez tout à fait le faire vérifier par un auditeur indépendant. C'est parfois ce qui est demandé aussi par certaines grandes entreprises, donc c'est bon à savoir. Mais pas d'obligation pour citer, les méthodologies de calcul, non. Et enfin, dernière partie, on va, tout de suite s'intéresser aux différences entre label, certification et évaluation RSE. On vient de voir une première méthodologie pour vous permettre de suivre vos progrès, de les communiquer en externe, mais il y a aussi d'autres dispositifs qui existent pour vous permettre de suivre vos progrès et de les valoriser en externe. Ce sont les labels, les certifications et les évaluations. Ça peut aussi vous permettre de vous améliorer, parce qu'on va vous, donner une note, vous gratifier d'une médaille. Donc ça peut aussi vous pousser à faire plus l'année suivante. Premièrement, les certifications. Donc, les certifications sont des démarches qui sont régies notamment par l'ISO, donc l'Organisation internationale de standardisation. Et en fait, ce sont des démarches par lesquelles un organisme agréé et indépendant va donner l'assurance, la certification qu'un produit, qu'un service, qu'un système est conforme à certaines exigences. Il y a 2 normes très connues, sur les sujets, RSE. Il y a la norme ISO 14001, donc c'est une norme qui va constituer et donner des lignes directrices, et un cadre, pour intégrer des préoccupations environnementales dans les sociétés et la norme, ISO 50001
qui va constituer un cadre de référence pour réduire la consommation d'énergie dans les sociétés. Il y a beaucoup d'autres normes ISO qui existent. Il y a la norme ISO 26000 qui est assez connue, vous connaissez d'ailleurs peut-être, qui donne des lignes directrices en matière de RSE. Ce qu'il faut savoir, c'est que la norme ISO 26000 n'est pas certifiable, petit moyen mémotechnique, si la norme ISO se termine par 1, comme c'est le cas de la 14001 ou de la 50001, cela signifie qu'elle est certifiable. Si elle ne se termine pas par 1, par 0, cela signifie qu'elle ne l'est pas. Donc ça peut aussi être intéressant si on essaie de vous vendre une certification ISO 26000. A priori, il faut faire attention. Un label RSE, c'est un peu différent. Il y a plusieurs définitions qui existent. J'ai repris celle de la plateforme RSE. C'est un dispositif d'évaluation qui permet la reconnaissance des politiques et des pratiques mises en œuvre et ou des résultats obtenus par l'entreprise au regard d'un référentiel prenant en compte des critères RSE. Ce qui est important, c'est de ne pas confondre certification et labellisation, parce qu'en fait, les processus de contrôle peuvent être très différents. Les processus de labellisation sont nombreux. On a parfois uniquement des auto-évaluations, on a des audits documentaires, on n'a pas forcément d'audit sur site. Et ce n'est pas forcément vérifié par un organisme agréé indépendant. Donc la labellisation est une démarche plus souple que la certification et qui se traduit par une multiplication des initiatives. Je pense que vous avez vu depuis plusieurs années de très nombreux labels RSE émerger. Il y en a des très bons et on le verra juste après. Il y en a d'autres qui sont moins robustes et qui n'attestent pas forcément de la qualité et de la performance RSE d'une société. Il y a plusieurs catégories de labels RSE. Il y a des labels qu'on qualifie de généralistes, qui vont être des labels qui s'adressent à tout type d'organisation ou d'entreprise et qui vont porter sur l'ensemble des sujets RSE, des thématiques de la responsabilité sociétale. On a par exemple le label engagé RSE de l'AFNOR, le label Lucie 26000 de l'agence Lucie, il y en a d'autres qui existent. Et ce sont des labels qui vont vérifier et évaluer la performance de l'entreprise, les actions mises en place, les résultats vis-à-vis à la fois de sujets sociaux, mais également environnementaux, mais également de gouvernance, donc sur l'ensemble de la maille du spectre RSE. On a des labels thématiques qui sont axés sur des sujets particuliers, des thématiques spécifiques. On va par exemple retrouver le label égalité en vol de la CCI France sur l'environnement, donc une thématique spécifique, ou le label relations fournisseurs et achats responsables de la médiation des entreprises et du CNA sur la thématique des achats responsables, comme son nom l'indique. On a des labels sectoriels également qui vont distinguer et être pertinents pour, et adaptés pour les entreprises, les sociétés d'un certain secteur en particulier. On a par exemple le label RSE de l'UNICEM, donc pour les sociétés des minerais et des carrières. On a aussi le label proprement engagé de la FEP pour les entreprises de nettoyage. On a des labels territoriaux également, qui sont des initiatives géographiquement limitées et qui ont une portée géographique limitée, comme leur nom l'indique. On peut retrouver par exemple le label RSE de la Bretagne, donc Bretagne RSE 26000, ou le label RSE de Lyon, Lyon Ville équitable et durable. Voilà, 4 catégories de labels. Par rapport à vos priorités, vos envies, vos objectifs, il peut être intéressant d'aller vers un label plutôt qu'un autre. Ça, c'est aussi propre aux décisions de l'entreprise par rapport à la stratégie qu'elle souhaite se fixer. Pour reconnaître un bon label, ou en tout cas un label robuste, quelques conseils tirés d'un rapport de la plateforme RSE. Il faut premièrement que le label ait des critères qui portent sur des actions qui aillent au-delà des obligations réglementaires. Ça, c'est important. Si le label va uniquement évaluer votre conformité à certaines lois, ça ne peut pas être qualifié d'un label RSE parce que la RSE, on l'avait vu euh, assez amplement dans la session numéro 1, implique des actions qui vont généralement au-delà des objectifs réglementaires. Deuxièmement, il faut que les enjeux du label portent sur des objectifs d'impact sur plusieurs dimensions, économiques, environnementales, sociales, de gouvernance, etc., avec la limite ici des labels thématiques. Mais il faut en tout cas que des sujets liés à la RSE soient évoqués, ça paraît assez logique. Troisièmement, il faut que le label ait une part, ou en tout cas un principe d'amélioration continue, dans le sens où les critères du label doivent être révisés périodiquement pour l'améliorer justement en continuant à intégrer de nouvelles thématiques RSE, des retours d'expérience d'entreprise et les évolutions de la réglementation. Et enfin, il faut que le label intègre un principe de bénéfice pour la société, l'environnement et l'entreprise,
Ce qui inclut justement une évaluation des indicateurs et des objectifs, associés, aux enjeux RSE, mais également associés aux actions mises en place par l'entreprise, par rapport à ces enjeux. Donc voilà, quelques recommandations pour identifier un label robuste. Je pourrais également, et n'hésitez pas à m'écrire si c'est un sujet qui vous intéresse, vous envoyer le rapport complet de la plateforme RSE, qui est bien documenté, bien sourcé et qui, rentre un peu plus dans le détail de chacune des exigences, et ça pourrait vous permettre potentiellement de ne pas faire le mauvais choix, sur un label, que vous, aviez en tête, par exemple. Et enfin, dernière typologie, ce sont les évaluations RSE. C'est encore différent des certifications ou des labels. En fait, les évaluations RSE sont décernées par des évaluateurs RSE ou ESG, environnement, social, gouvernance. Donc, ces évaluateurs vont analyser et noter la performance de l'entreprise sur un ou plusieurs volets de la RSE. Et chaque évaluateur va disposer de sa propre méthodologie d'évaluation et ce qui va en faire sa plus-value, justement. Donc, on a en exemple d'évaluateurs RSE Vigeo Eiris, Etifinance, Trucost sur le climat et EcoVadis, que je pense vous connaissez évidemment. Donc, trois typologies, label, certification, évaluation. On entend assez régulièrement, même parfois de professionnels, certaines inexactitudes dans la dénomination de tel ou tel dispositif. Mais voilà, ayez bien en tête que ces trois dispositifs ont des exigences et des modalités d'attribution qui diffèrent. Bien, écoutez, on a presque fini cette session. Avant de passer aux questions-réponses, je vais vous recommander certaines actions pour aller plus loin après ce cycle de sensibilisation de 4 heures. Si vous souhaitez, et je l'espère, continuer dans une démarche RSE, la structurer, la renforcer et la faire évoluer dans les années à venir. Alors, plusieurs recommandations. Premièrement, dans les 3 prochains mois, on vous recommande de réaliser un premier état des lieux, de votre entreprise sur les sujets RSE, de commencer à mobiliser vos équipes et de commencer, à formaliser votre engagement. Si vous le souhaitez, on pourra en discuter un peu après, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça peut aussi être pertinent, d'adhérer au pacte mondial pour formaliser votre engagement d'une part, mais également pour bénéficier, de l'ensemble des ressources, des services que nous proposons pour vous, faire évoluer, dans le cadre de votre démarche, mais également pour vous permettre de rencontrer d'autres entreprises qui sont potentiellement, au même niveau et au même stade d'avancement que vous. Et donc voilà, aussi favoriser le partage d'expériences entre pairs. Dans l'année à venir, ce qu'on vous recommande, c'est, d'affiner, l'identification de vos priorités sur les sujets RSE. On parlait dans la question un peu plus tôt de double matérialité et c'est vrai qu'une vraie, un enjeu assez essentiel de la RSE, c'est, de savoir vers où aller. On l'a vu et c'est aussi, une conclusion, vous le verrez, de ce cycle de formation. Les RSE, a un spectre extrêmement large avec des sujets sociaux, environnementaux, de gouvernance et en tant que TPE, en tant que PME, on peut parfois être perdu et donc savoir ses priorités, savoir vers où on va, et quel est, le sujet le plus important pour son entreprise, c'est essentiel. Voilà, dans les 12 prochains mois, dans l'année à venir, étayer, ses priorités. Sélectionnez également des indicateurs associés à ces priorités et commencez à élaborer une feuille de route. Si vous n'avez pas réalisé votre bilan carbone, on vous recommande aussi vivement de faire un diag décarbonation. Donc on l'avait vu dans une session précédente, qui va vous permettre d'avoir votre bilan carbone scope 1, 2 et 3 et qui va également vous permettre de bénéficier d'un plan d'action pour votre société. Et enfin, dans les 2 prochaines années, bien, justement, faire évoluer cette démarche RSE, la développer, continuer à progresser en mettant en place des actions peut-être de plus en plus ambitieuses, en, gardant en tête qu'il existe des aides, à ces sujets. Je vous, renvoie vers le site de la mission le site Mission Transition écologique, qui est, on l'avait vu précédemment, un site qui liste un ensemble d'aides, de subventions, de prêts pour financer vos investissements en matière de transition écologique. Et donc voilà, continuez à suivre vos progrès, continuez à communiquer en externe et en interne sur votre démarche RSE et progresser, au fur et à mesure des actions que vous mettez en place. Voici pour cette petite, frise chronologique, qui a le mérite de la clarté et de la synthèse. Donc voilà, avec plusieurs, jalons, à 3 mois, 12 mois et 2 ans. Petit rappel, mais le pacte mondial, et on l'a vu en première session, est un réseau qui accompagne les entreprises sur l'ensemble des sujets RSE. Il y a plus de 23 000 entreprises accompagnées dans le monde chaque année et qui sont également engagées auprès du pacte mondial.
On en a environ 2100 en France. Et donc voilà, petit rappel de ce que nous proposons aux entreprises membres de notre réseau. On leur propose évidemment un certain nombre d'événements dans l'année, à la fois à Paris, mais également dans plusieurs villes de France, en ligne, mais également en présentiel, également parfois dans d'autres pays, notamment dans le cadre d'événements internationaux. On propose des groupes de travail également pour partager entre entreprises sur différents sujets sociaux, environnementaux, pour se challenger, pour poser ses questions et pour avoir aussi des retours d'experts. On propose une dynamique territoriale parce que beaucoup de choses sont faites à Paris sur les sujets RSE, peut-être parfois un peu moins en région. Et donc, on a vraiment vocation à animer des cercles régionaux et des événements en région plusieurs fois par an pour réunir des entreprises d'un même département, d'une même ville assez régulièrement. On propose des accélérateurs qui sont des programmes d'un peu plus long cours qui permettent sur plusieurs mois de prendre un sujet particulier et d'établir un plan d'action sur la décarbonation de son entreprise, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur la lutte contre la corruption, par exemple. On a aussi une académie qui est un site d'e-learning qu'on met à disposition de nos membres. Et on a aussi des coalitions qui sont des groupes de travail internationaux sur des sujets un peu plus prospectifs. Donc voilà, si vous souhaitez aussi avoir plus d'informations sur notre initiative et les dispositifs et les ressources qu'on propose, je mettrai un tout petit questionnaire de satisfaction en fin de session et je vous invite à laisser votre mail et on pourra vous recontacter sans souci. Je vois qu'il y a plusieurs questions, je vais tout de suite prendre le temps d'y répondre. Et en parallèle, j'ai un tout petit sondage à vous soumettre. Hop, sur justement votre satisfaction par rapport à ce petit cycle de formation. En tout cas, je vous remercie juste avant de répondre aux questions de l'avoir suivi. C'est à chaque fois un réel plaisir de l'animer, de faire découvrir ces sujets à des entreprises qui ne le connaissent pas forcément, ou en tout cas qui découvrent ces thématiques. Et si ça peut vous aider à mettre en place des actions, et à mieux comprendre justement ce dont on a parlé, c'est extrêmement gratifiant pour nous. Alors, bonjour. Peut-on intégrer les ODD dans les actions menées sans être membre du Pacte mondial? Tout à fait. Les objectifs de développement durable n'appartiennent à personne. Vous pouvez tout à fait intégrer les ODD, soit dans vos actions, soit dans vos rapports, soit dans le suivi de vos progrès, sans forcément être membre du Pacte mondial. Par contre, on a beaucoup de ressources qui peuvent vous aider à le faire. On a également des ressources gratuites, des guides par exemple. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On a toute une bibliothèque de guides sur ce sujet, également ouvert aux non-membres. Quels sont les engagements pour les entreprises pour l'adhésion au pacte mondial? Alors, il y a plusieurs engagements. Premièrement, on va demander aux dirigeants, à la dirigeante de votre société de s'engager donc au plus haut niveau pour respecter les 10 principes du pacte mondial et pour contribuer aux objectifs de développement durable. Donc, c'est un engagement moral qui va être formalisé par une lettre d'engagement que vous devrez nous envoyer. Et ensuite, on va vous demander chaque année de communiquer sur vos progrès. Donc, ça peut prendre soit la forme d'un questionnaire type qu'on va vous proposer avec environ 50 questions qui peuvent vous permettre justement d'avoir un bon suivi et ensuite de vous comparer d'ailleurs à d'autres entreprises sur les sujets RSE. Soit, si vous avez déjà un rapport RSE, vous pouvez nous déposer le rapport RSE et chaque année, ça nous permettra justement ça vous mettra en conformité par rapport à cette obligation de transparence. Et il y a également une cotisation qui existe pour assurer les frais de la structure, évidemment. Donc oui, cela a un coût, Ludovic. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrais vous envoyer le barème des cotisations. Pour les petites entreprises, ça débute à 500 €. Pour les PME, c'est généralement entre 950 € et 1 500 par an, évidemment. Une fois que la cotisation est réglée à l'année, vous avez accès à l'ensemble des services que nous proposons, aux événements, aux guides, aux GT, et cetera. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas si vous avez une question, sur la thématique du jour. Alors je vois qu'Iliana a toujours la main levée, mais je pense que c'est une erreur. Oui, merci. N'hésitez pas si vous avez une question, soit sur la thématique du jour, soit plus globalement sur ce cycle de formation, soit encore plus globalement sur le pacte mondial, les ressources que nous proposons, ou les modalités d'adhésion. Pas de questions, j'ai l'impression? Proposez-vous des accompagnements à la réalisation d'un plan de transition?
Alors, on ne propose pas forcément d'accompagnement spécifique, comme pourrait le faire un consultant, par exemple, sur des plans de transition, mais on propose des formats comme les accélérateurs. Vous allez pouvoir, avoir, la possibilité, d'apprendre comment, fixer des indicateurs SBTI, et échanger avec des experts et d'autres entreprises pour, vous aider à fixer ce plan de transition. Mais on ne fait pas d'activité de conseil comme un cabinet de conseil classique avec plusieurs, jours hommes, missions, et cetera. C'est plutôt des accompagnements groupés qu'on va proposer. Hem, eh bien, merci beaucoup, Taeb. Et je pense qu'on va pouvoir conclure ce cycle de formation et cette session. C'était un plaisir encore une fois de les animer. J'espère que vous avez pu apprendre, des choses à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. N'hésitez pas, vous avez mon adresse mail, heu et donc à m'écrire ou à me poser vos questions, comme vous le souhaitez, également sur le pacte mondial, sans souci. Donc je vous remercie d'avoir suivi, l'ensemble de ces, 4 sessions et je vous dis à très bientôt, peut-être.